Bienvenue, mesdames, messieurs, au Centre national de la musique. C'est un vrai plaisir de vous accueillir parce que j'aime toujours partager, expliquer ce qu'on fait. Pour une institution jeune, comme vous allez le voir, c'est aussi très important de se faire connaître, en particulier dans le monde de la culture. Je vous ai préparé une petite présentation, pas tellement parce que ça ne pourrait pas être fait autrement de manière plus fluide, mais ça permettra aussi de fixer un peu les idées. Alors on m'a demandé de parler de moi. Alors c'est pas la chose la plus difficile à faire, mais on va quand même essayer d'aller assez vite. Et alors pour vous dire qui je suis et comment je vais vous présenter ce que j'ai à vous dire ce matin, au fond, j'ai eu un souvenir de quelque chose qu'on m'a dit il y a pas mal d'années, puisque j'ai fini mes études en 1996, donc vous voyez c'est assez longtemps, il y a assez longtemps, et quand j'ai commencé ma carrière au Conseil d'État en sortant de l'ENA, je suis allé voir une de mes collègues, je ne vais pas dire le nom parce qu'en plus c'est enregistré, donc des fois qu'elle regarde la vidéo, elle m'a dit, jeune homme, qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Alors je lui ai dit, j'aime le foot, la politique et la musique, par ordre variable selon le temps, mais la musique étant toujours au top. Elle me dit, ah, je vous arrête tout de suite, jeune homme. Elle disait souvent jeune homme. Je vais vous donner un conseil que vous vous rappellerez toute votre vie. Et elle avait raison. Ce conseil, c'était le suivant. Surtout, ne travaillez pas avec votre passion. Ne travaillez pas dans le domaine de votre passion. Ah, je dis, ah bon, mais vous-même, ah bon, ça n'a rien à voir. Puis je ne me rappelle plus pourquoi ça n'avait rien à voir, mais ce qui est sûr, c'est que son conseil était complètement faux. Ce dont je vais vous parler ce matin, c'est de comment on construit un parcours professionnel qui occupe un sacré nombre d'heures par jour, par semaine, et nuit et week-end comprises, et comment on le construit d'autant plus confortablement, et à mon avis d'autant plus fortement qu'on s'appuie sur une passion. Et donc, je vais essayer pendant les 45-50 minutes qui viennent de vous parler de ça. Et puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est d'engager l'échange avec vous. J'espère que vous avez plein de questions. Si vous n'en avez pas, on en trouvera. De manière à pouvoir vous éclairer au maximum et que vous repartiez satisfait de ce que vous avez entendu. Donc, un conseil que vous rappellerez toute votre vie, si vous avez bien suivi, c'est surtout essayer le plus possible de travailler avec vos passions, de travailler sur vos passions, parce que ça rend plus heureux. Voilà. Et donc, j'ai une petite pensée pour ce conseil vraiment pas pertinent qu'on m'avait donné il y a 26 ans maintenant. Alors, qui je suis donc là, ça va aller vite, je vous rassure. Je suis marseillais. Je suis très attaché à la ville de Marseille, à la Méditerranée. Je me sens un peu à l'étranger, à Paris, même si ça fait 33 ans que j'y vis. Ma formation, c'est une formation plutôt littéraire, Hippocagne-Cagne. J'étais vraiment trop mauvais en latin pour intégrer Normal Sup, donc j'ai fait Sciences Po Paris après une Cagne. J'aimais l'histoire, les langues. J'avais pas tellement d'idées, donc à 20 ans, je savais pas très bien ce que je voulais faire dans la vie, donc je prenais à chaque fois les orientations les plus généralistes. Donc Sciences Po Paris, c'était parfait. J'ai fait de l'histoire parce que j'ai aimé ça. Et puis, je suis rentré à la défunte École nationale d'administration, dont j'ai eu la chance de sortir bien classé, ce qui m'a permis d'arriver au Conseil d'État. Le Conseil d'État, je ne vais pas vous faire un cours de droit ce matin, on n'est pas là pour ça, mais vous savez, c'est une des juridictions suprêmes françaises. Il y a la Cour de cassation, le Conseil d'État. Donc, je suis membre du Conseil d'État, toujours aujourd'hui, même si j'ai passé beaucoup de temps en dehors du Conseil d'État. C'est le mérite de la fonction publique d'entrer et de sortir. J'ai passé 3 ans dans une ambassade à Rome. J'ai passé un peu de temps en cabinet ministériel, parce que si vous vous rappelez ce que j'ai dit, alors le foot, j'ai pas fait carrière dans le foot, c'est assez évident. En revanche, politique et musique, les cabinets ministériels, ça m'a permis de faire de la politique avec du droit, avec la connaissance de l'administration que ça m'a donné. Donc, différents cabinets ministériels, emploi, solidarité, outre-mer, Matignon, tout ça n'a aucun rapport les uns avec les autres. Pourquoi? Parce que j'ai toujours pris des décisions d'orientation en fonction du plaisir que je trouvais dans le job qu'on me proposait. Est-ce que j'avais envie ou est-ce que j'avais pas envie? C'est un luxe incroyable dans la vie. Mais ce luxe-là, vraiment, ça a été un guide dans la construction de mon parcours. Parallèlement
J'ai enseigné parce que j'ai toujours aimé ça, donc j'étais prof associé à la fac à Lille, en droit. J'ai été prof en droit à Sciences Po, puis au bout d'un moment, j'en avais assez d'enseigner le droit, je me suis mis à enseigner la découverte de l'opéra. Et ça, franchement, c'était plus rigolo. Et j'ai fait ça pendant quelques années aussi à Sciences Po. La ligne politique et idées et réflexion m'a conduit à créer Terra Nova, qui, vous savez, est un think tank qui mêle l'expertise et la politique. J'en suis toujours vice-président, même si je n'y fais plus rien parce que je n'ai pas le temps. Mais en 2007, après l'élection présidentielle de 2007, donc on est en 2008-2009, avec quelques copains, on avait créé Terra Nova pour essayer d'améliorer l'expertise du monde politique, dans tous les champs des politiques publiques. J'ai aussi toujours eu des tas d'activités qui mêlaient l'écriture, la réflexion et la musique, donc critique musicale dans des revues, et puis j'ai écrit quelques bouquins, des monographies, des essais sur des compositeurs qui sont cités là, et puis le bouquin aux belles lettres dont on reparlera en dernière partie, parce que je pense qu'il vous intéresse particulièrement sur l'avenir de l'opéra. Est-ce qu'il y a un avenir pour les maisons d'opéra dans notre pays et au-delà, en Europe et dans le monde? Et donc, il y a eu un vrai virage en 2014, dont je vous reparlerai parce que ce n'est pas inintéressant dans les parcours, mais c'est le moment où je suis devenu directeur général adjoint, le lapsus, j'ai oublié l'adjectif adjoint, directeur général adjoint de l'Opéra national de Paris. Il y a une vraie différence entre être directeur général et directeur général adjoint. Pendant presque 6 ans, entre 2014 et 2020, expérience dont on reparlera tout à l'heure, parce que c'est la plus grosse maison de production de spectacles, d'opéra et de ballet au monde. Donc une énorme machine, 2000 salariés, 900 000 billets vendus chaque année, donc une expérience managériale plus qu'autre chose assez extraordinaire et éreintante parce que c'est vraiment une lessiveuse terrible que l'Opéra de Paris, mais quand on a la passion, ça aide. Confère ce que je disais tout à l'heure. Et puis, depuis le 1er janvier 2020, je suis le président du Centre national de la musique, le premier président, puisque ça n'existait pas avant. Donc, j'ai mis en place avec mon équipe cette boutique. On a trouvé ces locaux, on a fait une convention collective. Je ne reparlerai pas trop de tout ça tout à l'heure, sauf si ça vous intéresse. Mais monter un établissement public en fusionnant des structures, là aussi, d'un point de vue managérial, ça a été particulièrement intense. Avant de passer à la suite, je me rends compte que j'ai oublié de saluer the non-French speaking students. So welcome, sorry for not speaking English today. It's easier in French to present myself. And j'espère que je ne parle pas trop vite pour l'équipe d'interprétation. N'hésitez pas à protester si c'est le cas. Voilà. J'avance un petit peu pour... je me suis demandé aussi, avant d'attaquer des choses plus dures sur le fonctionnement du CNM, enfin plus dures, en tout cas moins personnelles, j'avais envie de vous projeter quelques mots qui, en quelque sorte, qui ont été des guides, des mots qui m'ont aidé à construire mon parcours. Vous êtes au début de votre parcours, vous êtes dans une école, dans une business school avec une forte dominante culturelle. Donc on a plein de choses en commun et il y avait quelques éléments que j'avais envie de vous partager qui dépassent d'ailleurs le champ culturel. Certaines sont assez évidentes d'ailleurs. Dans la construction d'un parcours, il faut rechercher le sens. Qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin? Si on travaille dans ses passions, c'est plus facile. Et pour avoir le choix, évidemment, plus le spectre est large, plus on a le choix, plus c'est facile, etc. Donc c'est aussi une vraie motivation. Personne ne m'a expliqué ça au début de mes études en réalité. Et je pense que c'est quelque chose d'important et quand un métier n'a pas de sens, il vaut mieux en changer, si on peut. La vie a plus d'imagination que vous, ça s'applique à tout. Mais j'en suis complètement convaincu. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'impression que voilà, Sciences Po, l'ENA, Conseil d'État, tout ça est une espèce de voie tracée. En réalité, non. En réalité, non, parce qu'il y a aussi un mal pour un bien, il y a aussi la construction ou le hasard qui sont très forts dans la construction de mon parcours et je pense dans le parcours de tout le monde. Je prends un exemple. Je vous ai dit que j'avais été conseiller du Premier ministre Jean-Marc Ayrault en 2012. J'étais chargé des libertés publiques, de la réforme de l'État, de tas de sujets. Et ça s'est très mal passé. Mais très mal, avec un membre de l'équipe, pas avec le Premier ministre, avec un membre de l'équipe, si bien qu'au bout de 4 mois et demi, ça s'est tellement mal passé que ça s'est fini comme dans les cabinets d'avocats anglo-saxons. Vous savez, le jeudi soir, on dit c'est fini, je vais aller faire mes cartons, le vendredi matin, je suis parti. Parce que je le voulais aussi, enfin bon. Donc c'est assez dur de quitter l'hôtel Matignon, les ordres de la République, le Premier ministre, des dossiers incroyables, etc. C'est assez dur.
3 semaines après, je rencontrais un peu par hasard, un peu pas par hasard, donc construction au hasard, Stéphane Lissner, qui allait être nommé directeur général de l'Opéra de Paris, qui cherchait un adjoint. Je serais resté à Matignon 1 mois et demi de plus, je ne le rencontrais pas, et je ne serais probablement pas là en train de vous parler. D'accord? Donc, un mal pour un bien, c'est un vrai truc dans un parcours professionnel. Quand on est au fond, on peut que remonter. C'est une chanson d'Étienne Dao, d'ailleurs, je crois. Bon, ça doit pas être votre génération, Étienne Dao. Mais quand on est au fond, on donne une secousse et on remonte. C'est plus facile à dire qu'à faire, etc., etc. Mais les parcours ne sont jamais ou plus jamais linéaires. Et je pense que le monde, y compris la fonction publique, est beaucoup plus ouvert aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et c'est une bonne nouvelle. Voilà, la vie a plus d'imagination que vous, j'en suis ultra convaincu. Prendre son risque et entreprendre. Ah, vous devez vous dire, non mais un conseiller d'État qui préside un établissement public qui nous parle de prendre son risque et entreprendre, où on est quoi. Enfin, vous ne devez pas parler comme ça. J'en suis convaincu. Alors, c'est plus facile de prendre son risque quand on est surdiplômé, qu'on est fonctionnaire, parce que le risque est limité, il y a toujours le filet de sécurité, ça changera probablement un jour, parce que c'est quelque part un peu anormal. Bon, opinion, on peut en discuter. Mais je pense qu'entreprendre, c'est un vrai projet de vie. Pas entreprendre au sens créer une société, ça je ne sais pas faire, j'ai jamais fait. En revanche, l'idée d'essayer de construire un projet, d'accepter le hasard, pour moi, c'est la définition de l'entreprise, d'entreprendre un projet, d'entreprendre la construction de quelque chose. Et au fond, ce sont des mots qui définissent l'action plutôt que la passivité. Et moi, avec mon équipe, ce que j'essaye d'impulser, et c'est le rôle d'un président d'établissement public, on y reviendra si vous voulez, c'est d'impulser, d'être dans l'action, d'essayer d'anticiper plutôt qu'être passif. Du reste, à l'opéra, on était souvent en défense. Défense parce qu'il y avait des contraintes, parce qu'il y avait des accidents, parce qu'il y avait des grèves. C'est plus agréable d'être en attaque qu'en défense. Ça, c'est le footeux qui vous le dit. Mais il y en a qui aiment défendre aussi. Voilà, un mal pour un bien. Alors, quelques clés aussi. Service et service public. Donc ça, évidemment, pour moi, dans mon parcours, c'est quelque chose de très fort. Service et service public. Michel Rocard, qui était Premier ministre au millénaire précédent, mais qui a eu une influence très forte sur moi, disait le service public, c'est le service du public. Ça a l'air assez évident comme ça. Mais en réalité, c'est remettre le mot service au centre. Et pour moi, à l'Opéra, comme ici au Centre national de la musique, comme au Conseil d'État dans mon parcours, le service du public était une exigence numéro 1. Même quand on avait un dossier contentieux numéro 314 423, c'est-à-dire anonyme, et qu'on n'a pas le justiciable devant dans la justice administrative, mais il y avait toujours l'idée que qu'est-ce que je fais pour justifier mon salaire le matin ? Qu'est-ce que j'apporte de nouveau et comment je peux servir le public dans la notion d'intérêt général ? Et quelques clés personnelles, bon ça je les ai mises parce que c'est important, la curiosité qui, comme vous le savez, n'est pas le plus vilain des défauts mais la plus grande des qualités. Alors pas la curiosité pour aller regarder le compte Instagram du copain quand il a le dos tourné, non. La curiosité intellectuelle, l'ouverture. Et dans la construction d'un parcours, dans la construction d'une entreprise de vie, la curiosité, bon je le répète à mes enfants tous les jours, ils en ont un peu assez, mais je vous garantis que c'est un point complètement important parce qu'un jour, comme la vie a plus d'imagination que vous allez rencontrer quelqu'un qui a eu la même curiosité que vous et ça crée quelque chose et c'est des réactions chimiques qui s'enclenchent et qui donnent des choses plus intéressantes qu'on ne le pensait. La curiosité, le professionnalisme, l'opiniâtreté qui a à voir avec ça et puis la passion, j'y revenais tout à l'heure. Voilà, c'est la fin de la partie sermon de mon intervention, de la partie prédicatrice. Pour revenir maintenant à des choses peut-être moins personnelles, mais on y reviendra à nouveau si ça vous intéresse. Vous m'avez donné carte complètement blanche, donc c'était la partie plus perso de mon intervention. Alors, pour notre matinée, 3 questions que je voulais évoquer avec vous, de nature un peu différente. Et parfois moins rigolote que ce que je viens de raconter là. Pourquoi un centre national de la musique et pourquoi seulement en 2020, puisqu'il a été créé le 1er janvier 2020 ? Donc ça, c'est une question que vous êtes peut-être posée. Comment ça se fait qu'il y a un CNC depuis 70 ans, 72 ? Pourquoi le CNM n'est né qu'en 2020 ? Deuxième question, qu'est-ce que vous avez fait pendant la crise du Covid ? Et troisième question, parce que c'est une passion, parce que y a un petit bouquin qui a fait l'actualité de ce domaine-là. Est-ce qu'on ira encore à l'opéra, partout dans le monde, dans 15 ans ?
Alors, j'ai des réponses aux 2 premières questions. La troisième est moins certaine. On y reviendra tout à l'heure. Alors, donc le Centre national de la musique, et pourquoi en 2020, c'est-à-dire pourquoi seulement en 2020 ? Alors, si on se pose la question, c'est d'abord en partant de l'idée que la musique est partout. Partout. Elle est au cinéma, elle est à la télé. Si on regarde encore la télé, elle est dans les lieux publics, elle est dans les ascenseurs, elle est sur les téléphones, elle est partout. Et puis évidemment, il y a des gens qui écoutent la musique dans le métro et dans le bus, chez eux, en voiture, partout. C'est la première pratique culturelle des Français, c'est un des tout premiers secteurs des industries culturelles en France. C'est un terme qui commence, enfin, qui a quelques années évidemment, mais là on commence à avoir une vision un peu industrielle du secteur de la musique, c'est assez récent, et vous voyez qu'on estime le chiffre d'affaires de la filière musicale à peu près 10 milliards d'euros. Et quand EY, alors avec une rigueur méthodologique dont on peut un peu discuter, hein, il faut être clair, dit 10 milliards, c'est en ajoutant évidemment l'industrie phono, le monde du spectacle vivant, la billetterie, mais aussi la facture instrumentale, les salaires des artistes, des équipes techniques. Donc vraiment, si on fait tout confondu, ça pèse quand même presque 3 fois le poids du cinéma. Alors même qu'on parle beaucoup plus du poids du cinéma, de l'audiovisuel, des séries, des télés. Non, la musique, c'est beaucoup plus. La filière, elle est dynamique, comme vous le voyez. Le chiffre d'affaires augmente à 2 chiffres depuis plusieurs années. Et à l'export, au développement international, la filière française est très dynamique. Ça crée de la valeur. En 2019, il y avait 5000 concerts, 5500 concerts partout dans le monde, organisés par des équipes françaises. C'est assez peu connu. Beaucoup dans la musique électro, évidemment. La chanson française, c'est un peu moins facile à vendre en Corée du Sud, quoique. Mais c'est quelque chose de très dynamique. Alors pourquoi il n'y avait pas de Centre national de la musique? Ah non, ça c'est la slide d'après. Donc là, il y a encore quelques données chiffrées. De toute façon, je vous enverrai ça si vous le voulez, comme ça vous pourrez vous repencher dessus. Mais ça traduit donc le dynamisme, évidemment stoppé au moment de la crise, on y reviendra, mais une filière extrêmement dynamique. Je ne m'y attarde pas. Alors pourquoi le projet a été très attendu? Il a été attendu parce que vous voyez, le premier projet de création du Centre national de la musique, ça remonte à 1977. Même moi, j'étais pas bien vieux. Ce projet a été porté par un monsieur dont vous connaissez peut-être le nom, qui s'appelle Marcel Landowski, qui est mort depuis des lustres, qui était compositeur de musique contemporaine classique, et qui avait eu des fonctions importantes à la ville de Paris et au ministère de la Culture. Et il voulait créer ce Centre national de la musique et de la danse, en le finançant par une taxe sur les bandes magnétiques. Vous savez, les gros trucs qui tournaient avec les bandes, là, qui ont donné après les cassettes, enfin les ancêtres, disons, du CD. Ce qui était assez malin parce que, bon, je ne vais pas m'appesantir dessus, mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a encore un mécanisme qui s'appelle la copie privée. Quand vous achetez un disque dur sur lequel vous pouvez télécharger de la musique, ben vous payez une petite redevance. Ce n'est pas une taxe, ce n'est pas un impôt, c'est une redevance. Ça s'appelle pour la copie privée, qui permet de rémunérer les artistes dont vous téléchargez les morceaux, si on télécharge encore. Bon. Mais 10 ans avant, lui, Landowski s'était dit on va faire ça et on va financer le CNM. Et alors là, complication extrême, la filière musicale se divise entre le classique et les musiques actuelles, j'y reviendrai. La filière se divise entre le spectacle et la musique enregistrée, la filière se divise entre le subventionné et le pas subventionné, et ça c'est le facteur d'explication numéro 1, c'est que la filière musicale elle est extrêmement hétérogène. Le cinéma, ben, c'est simple, il y a des producteurs délégués, il y a des acteurs, il y a des distributeurs et il y a des salles. Je ne connais pas grand-chose dans la filière du cinéma, mais c'est plus simple. Ce qui permet de dire, mercredi à 11h, tel film a vendu tant de billets. Dans la musique, ce n'est pas possible, puisqu'il y a encore des lieux de concert qui font la billetterie à la mano. Donc on ne peut pas savoir combien on vend de billets. Bon, c'est un des facteurs d'explication de cette filière très divisée, qui donc n'a pas voulu de ce CNM. Et il a fallu attendre un long cheminement de 40 ans, donc vous voyez, c'est de la gestation longue, pour que, par des étapes sur lesquelles je ne m'appesantis pas, eh bien, la loi soit votée le 30 octobre 2019 et le Centre national de la musique voit le jour le 1er janvier 2020. Et donc, parmi les explications, eh bien, il y a
celle-ci que j'ai essayé de retracer en quelques mots. Donc la filière très divisée, j'ai mentionné quelques lignes de partage de ce type qui expliquent que la filière ne s'est pas dit plus unis on sera plus fort, mais au contraire plutôt dans une logique de séparation. Un rôle majeur des collectivités territoriales dans la vie musicale du pays, notamment pour le spectacle, ce qui fait que comme il y a 36 800 communes en France, alors il n'y a pas 36 800 salles de spectacle, il n'y a pas des salles dans toutes les villes, mais vous comprenez qu'il n'y a pas un endroit où on décide la politique musicale. Dans le cinéma, j'y reviens, en 1947, les accords Bloom-Burns, on a dit aux Américains « OK pour que vos films arrivent ici, mais on les taxe, ce qui permettra de financer la création de l'audiovisuel français. » 47. Donc il y avait une idée, une tête, et c'est comme ça que ça s'est mis en place. Dans la musique, rien de tel. Donc c'est une des explications et une des difficultés. Deuxième explication, l'État a une politique musicale depuis très très longtemps, mais l'État s'est beaucoup occupé des orchestres, des opéras, c'est-à-dire de la musique, je mets des guillemets, savante, patrimoniale, noble. En revanche, les gens qui allaient faire la fête à Woodstock dans la boue, en fumant des trucs louches, le ministère de la Culture s'en est pas tellement occupé, jusque dans les années 80. Jack Lang, le premier mandat de Mitterrand, etc. Donc ça explique aussi qu'il n'y ait pas eu de politique musicale assumée, définie, jusqu'assez tard. Parce que pour les musiques dites actuelles, pop, rock, aujourd'hui, c'est le privé qui a créé ça et qui s'occupait assez peu, ou dont l'État s'occupait assez peu. Donc c'est là encore un facteur d'explication de cette très très longue gestation. Alors, la loi du 30 octobre 2019, rapidement pour vous dire ce qu'elle crée donc le Centre national de la musique, établissement public à caractère industriel et commercial, en regroupant 4 structures. Je laisse de côté le ministère pour l'instant, 4 structures qui existaient avant, qui étaient des associations pour ces 4-là, pardon, qui étaient des associations créées par l'industrie et par les professionnels, donc l'IRMA, le CALIF, le Bureau Export et le Fonds pour la création musicale. Et puis un petit établissement public qui existait depuis 2002, donc 20 ans avant, qui s'occupait de percevoir une taxe sur la billetterie de spectacle. Et donc, la loi a demandé de fusionner ces 5 structures et en plus de récupérer quelques compétences du ministère de la Culture, mais nous n'avons pas fusionné avec le ministère de la Culture, ça n'a échappé à personne, mais je vous rassure. Donc, j'insisterai pas beaucoup plus tard là-dessus, mais vous voyez que d'un point de vue managérial, il s'est agi de regrouper 110 salariés, c'est un petit établissement public. Donc la naissance le 1er janvier 2020, la fusion est intervenue le 1er novembre 2020. Entre le 1er janvier et le 1er novembre, il ne vous a pas échappé qu'on avait été confinés. Il y avait 5 localisations différentes. Ça a été une tâche franchement difficile pour mon équipe de faire une convention collective, trouver ses locaux, etc. etc. Et donc, c'est cette unité-là maintenant qui existe. On a élaboré un nouveau logo et une nouvelle charte visuelle qu'on a rendu public il y a 1 mois tout pile. Ça fait partie aussi de l'existence d'un établissement. Quand on a sorti ça sur Twitter, il y en a un qui a dit 2 ans et déjà un nouveau logo, dépenses publiques, etc. En réalité, il n'y avait pas de logo avant. C'est-à-dire qu'on avait le logo du CNV qui existait depuis 20 ans, on avait mis Centre national de la musique et c'était notre logo. Donc on avait dépensé 0 €, 0 centimes. Et depuis maintenant, le mois de janvier 2022, on a ce logo que j'aime beaucoup. Vous aussi ? Oui ? Parfait. Alors, rapidement, des compétences extensives. Vous irez voir la loi qui est évidemment en ligne sur Légifrance. Je ne vais pas les balayer toutes, il y a 5 mots sur lesquels je voudrais insister sur les compétences du Centre national de la musique, qui est compétent pour tous les types de musique, tous les modèles économiques. C'est-à-dire, avant, il y avait le Centre national de la variété et de la chanson et du jazz, donc ça c'est musique actuelle. Maintenant, c'est le Centre national de la musique. 5 mots. 1, connaissance-observation. Observatoire de la vie musicale, observatoire des données économiques, observatoire de la diversité musicale sur les plateformes, sur les radios, sur les télés. Donc on a une direction des études et de la prospective qui
essaye d'harmoniser la transmission de données sur les billetteries, sur les écoutes de streaming, etc., qui fait beaucoup d'études. Vous avez peut-être entendu parler de l'étude sur user-centric versus market-centric, c'est-à-dire le mode de répartition de la valeur sur les plateformes de streaming. C'est cette mission de connaissance, d'observation, de mise en valeur du patrimoine musical aussi. Tout ça est dans la loi. Deuxième mot, création. Création, diversité. Le CNM soutient les concerts, les nouveaux spectacles, les tournées d'artistes qui ont besoin d'être soutenus. Évidemment, quand Mylène Farmer va faire ses adieux au Stade de France, je ne suis pas sûr qu'elle ait besoin de nous, parce que nous, les aides qu'on verse, c'est quelques dizaines de milliers d'euros, quelques centaines au maximum, c'est déjà beaucoup d'argent. Mais on aide les esthétiques qui ont besoin d'être aidés au nom de la diversité et des droits culturels dont vous avez entendu parler. Alors pour aider, comment ça marche? Ça marche par des aides sélectives comme le CNC, c'est-à-dire qu'on a des ressources qui proviennent de la taxe sur la billetterie et de subventions de l'État, des commissions d'aide de professionnels, j'en redirai un mot, et qui aident des festivals, des salles. Bon, on a une trentaine de programmes d'aide exactement comme du même type que le CNC ou que le Centre national du livre. Ces agences, elles ont des modes de fonctionnement un peu comparables. Donc, connaissance et observation, création, le T de territoire, c'est très important. La loi nous demande d'associer les collectivités territoriales à l'exercice de nos compétences. Donc, ça veut dire qu'on passe des contrats avec les régions, avec les villes, avec les métropoles, les départements, pour dire que dans telle ou telle région, on privilégie comme axe la musique à l'image ou la formation professionnelle. Et donc, on se met autour de la table, on fait des appels à projets, tout ça marche par appel à projets sur le site internet. Les entreprises, les associations, moins les individus, mais candidates, une commission examine et aide. Et l'avantage d'un établissement public, c'est que tout ça peut aller raisonnablement vite. Donc, territoire était le troisième mot. Le I de international, je vous ai dit tout à l'heure que notre filière musicale française avait beaucoup de succès à l'international. Eh bien, nous avons, par exemple, en 2022, nous avons pas loin de 5 millions d'euros pour aider les artistes, les managers, les producteurs à se développer à l'international. Ça veut dire monter des tournées, on aide à acheter les billets d'avion pour être clair, on aide à traduire des contenus, on aide à faire des clips en coréen, je le disais tout à l'heure, ou en mexicain, en espagnol, parce que c'est des marchés très dynamiques, de manière que tel ou tel artiste puisse préparer une tournée, puis ensuite y aller et créer de la valeur. C'est ça, cette idée de développement international. Et le dernier mot, c'est l'innovation. Assurer une veille technologique et des usages, soutenir l'innovation. Donc là aussi, on a un programme d'aide, on a un prix de l'innovation dans le domaine de la musique, en essayant d'éviter le saupoudrage dont on n'entendra plus jamais parler, mais plutôt d'aider vraiment des entreprises qui vont créer des produits, des pratiques innovantes. Égalité femmes-hommes, je le dis de manière transversale, ça c'était les 5 mots sur lesquels je voulais insister, mais il y a quelques actes transversaux très importants. L'égalité entre les femmes et les hommes, avec 2 axes. Premièrement, prévenir et lutter contre le harcèlement et les violences à caractère sexuel et sexiste dans le milieu professionnel, qui est très masculin, de moins en moins, mais quand même, et aussi dans le public, c'est-à-dire que quand on va dans un festival ou dans une salle, on doit y aller de manière tranquille et sereine. Et donc, c'est soutenir les acteurs qui mettent en place des programmes de prévention, d'information. Il y a des tas de choses qui se passent. Et on a multiplié par 4,5 le budget entre 2020 et 2022 pour soutenir les acteurs qui font de la prévention. Et lorsqu'on demande 1 centime d'euro au CNM, on doit s'engager à mettre en place un protocole de prévention des violences et du harcèlement à caractère sexuel et sexiste. Et là aussi, il y a toute une série d'engagements. Ça, c'était au 1er janvier 2021. Et là, 1er janvier 2022, il y a 3500 courriers qui sont partis pour dire vous vous étiez engagé, vous avez fait quoi en termes de formation, en termes de mise en place de procédures. C'est un dossier extrêmement important. Transition écologique, développement durable. Honnêtement, dans la crise, c'est un dossier qu'on a plutôt pas mis sur le haut de la pile parce qu'il y avait d'autres priorités. Mais l'année 2022 va être marquée par la présentation d'un plan pour la transition écologique, pour là aussi pousser les acteurs de la filière à prendre ce changement majeur.
Alors, sur la gouvernance, je vais passer assez vite, mais je vais insister sur les deux mots complexes mais modernes. Pourquoi complexe? Ben, vous voyez, il y a un président, il y a un conseil d'administration de 25 membres qui se réunira ici même dans 2 semaines. Il y a un conseil professionnel de 40 membres, donc c'est beaucoup. On a réuni, en 2 ans, on a réuni 18 fois le CA et 13 fois le conseil professionnel, donc c'était intense. Et puis surtout, on a de la concertation permanente, parce que la loi dit processus permanent de concertation. Alors quand j'ai lu la loi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça, processus permanent de concertation? On s'assoit sous le baobab et la palabre. Ben ouais, c'est à peu près ça. Mais c'est moderne. Pourquoi? Parce qu'on concerte les solutions que nous mettons en œuvre. Ce n'est pas un truc vertical où le président, son équipe, le CA dit c'est comme ça et pas autrement. Ça pourrait, c'est souvent comme ça l'administration. Le CNM, c'est un peu autrement, c'est-à-dire que il y a les budgets, évidemment, il y a des décisions, mais on concerte et on co-élabore les orientations que nous mettons en œuvre. Ça veut dire que, par exemple, sur telle aide à la production phono, est-ce qu'on met le plafond à 250 ou 225? Est-ce qu'on met tel ou tel critère d'emploi en CDI, un CDI ou 2 CDI comme critère? Bon, je prends ces exemples-là, il y en a 1000 autres, mais comme même si on est très très bon au CNM, on n'a pas la science complètement infuse, il vaut mieux s'appuyer sur les pros qui disent non, si vous mettez 2 CDI, ça va exclure tel ou tel. Bon, je prends cet exemple-là, mais c'est là où je dis que c'est moderne. C'est-à-dire qu'on concerte, après on tranche, c'est le CA qui vote, mais au moins tout ça est discuté. Et enfin, sur les aides, eh bien je vous l'ai déjà mentionné, mais les aides sont attribuées par le président de l'établissement qui signe, mais sur avis de commissions d'aide qui sont composées de professionnels, donc directeurs de salle, directeurs de label, qui donnent de leur temps, ce sont des fonctions bénévoles, pour examiner les dossiers et dire ce projet il est bon, ce projet il n'est pas bon, pas d'un point de vue esthétique, mais d'un point de vue de sérieux professionnel, etc. Et qui peuvent dire non, ce projet-là ne l'aidait pas parce qu'il a un compte en Suisse, le gars. Je prends un exemple, c'est fictif complètement. Mais c'est une forme de contrôle par les pairs qui, je trouve, est à nouveau très efficace et moderne parce que par ailleurs, il y a la légèreté d'un établissement public qui fait que les aides sont versées rapidement après l'examen du dossier. Ça, je vais peut-être passer parce que je vois le temps qui file, mais retenez l'idée que notre périmètre budgétaire d'intervention en année normale, c'est une petite quarantaine de millions d'euros. Donc, ce n'est pas grand-chose quand même pour aider 3500 festivals, des milliers d'entreprises, des centaines de labels. Donc, c'est un établissement qui est né dans les conditions que j'ai dites, qui a des ressources liées à la taxe sur la billetterie, liées au soutien de l'État, mais qui est encore un établissement de petite taille. Et donc, alors, établissement de petite taille et pourtant. Donc, deuxième temps de mon propos, comment le CNM est-il intervenu dans la crise? Je m'assois parce que c'était dur. Donc on est le 1er janvier. Le 8 janvier 2020, je prends mes fonctions, premier conseil d'administration, feuille de route, etc., etc. Et on commence à travailler avec les 5 structures séparées, vous vous rappelez. Et là arrive la crise. Panique à bord. On était tous séparés, on ne se connaissait pas bien, avec des salariés que je n'avais pas rencontrés. Et on s'est dit, parce que j'y crois, on s'est dit il faut qu'on agisse. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début, être plutôt dans le mouvement que dans l'action, que dans la passivité. Et donc, je crois, parce que je le répète toujours depuis 2 ans, et jamais personne m'a envoyé un mail pour dire que c'était faux, donc je pense que ça doit être vrai, qu'on a été les premiers à ouvrir un fonds de soutien au secteur dont on s'occupe. Le confinement doit être du 18 mars, si je me trompe, du 16 mars, si je ne me trompe pas, et le 23 mars, le lundi suivant, on ouvrait un premier fonds de secours de 11,5 millions d'euros, c'est-à-dire qu'on est allé chercher dans notre fonds de roulement, et on a dit ok, on prend tout, et on met 11,5 millions d'euros sur la table pour les petites entreprises, les disquaires, qui ne savaient pas comment ils allaient payer le loyer, etc., etc. Mais c'était aussi, et je dirais presque surtout, pour dire on est là, le législateur a créé le CNM, on va utiliser cet outil. Et pour éviter que 6 mois après, on se dise, mais au fond, ça a été créé l'an dernier, ça servait à quoi ce machin? Bon. Donc c'était un vrai choix, je vais presque dire stratégique, mais ça permettait aussi de mettre toute la filière autour de nous en disant, vous avez cet outil, utilisez-nous, et à l'État, évidemment, de nous utiliser comme opérateurs. Et donc, c'est un peu ça.
une agilité, un engagement sans faille des équipes, tout le monde en télétravail tout de suite, bon, comme tout le monde, je dirais, mais pour un établissement tout nouveau, ce n'était pas évident. La concertation permanente, donc on parle tous les jours, ou presque, avec les représentants du spectacle vivant privé, le PRODIS, le SMA, qui sont les organisations professionnelles, les gestionnaires, les sociétés de gestionnaires de droit, la SACEM, la SPEDIDAM, la DAMI, tous ceux que vous devez connaître, qui sont à mon conseil d'administration. L'État naturellement, mais aussi les plateformes de streaming, les labels de Universal jusqu'à Sony, qui ne se parlaient pas tellement avant. Dans mon conseil d'administration, j'avais le président de la Philharmonie de Paris. Il ne parlait pas beaucoup à telle ou telle autre organisation, parce que le classique et les musiques actuelles, bon, c'était vraiment un exercice compliqué, mais cette concertation permanente, je pense que c'était indispensable. Et puis bien sûr, les moyens considérables que l'État nous a confiés. Alors d'abord, que l'État a mobilisé, c'est les mesures transversales, prêts garantis par l'État, annulation de charges, fonds de solidarité et fonds de secours qui restent encore actifs dans certains secteurs. Donc ça, c'est des milliards qui ont aussi bénéficié à la filière musicale. S'agissant des aides sectorielles spécifiques à la musique, eh bien, sur les 3 ans de crise 2021-22, c'est pas loin d'un demi-milliard, 430 millions d'euros qui ont été confiés au CNM. Donc vous vous rappelez, une année normale, 40 millions d'euros. Et là, on se retrouve avec 400 millions d'euros à gérer sur 3 ans. Mais en fait, tout de même, à effectif constant, c'est les 110. C'est les 110 dont j'ai parlé. Donc un tuyau qui, s'il n'était pas solide, le tuyau, il pouvait lâcher. Vous comprenez, quand vous avez une machine administrative conçue pour gérer 40 millions d'euros et que vous mettez 130 millions d'euros par an, bah, ça peut... et franchement, les équipes, elles sont fatiguées avec des formes de fatigue. C'est quelque chose dont il faut tenir compte, évidemment, quand on a la responsabilité d'un établissement. Mais ces moyens budgétaires de l'État, ils ont permis qu'il y ait eu 0 faillite dans la filière musicale. 0 faillite. Il y a eu un peu de plans sociaux, mais comme c'est souvent des très petites entreprises, bah, vous ne faites pas de plan social, vous ne créez pas d'emplois, etc. Mais il y a eu peu d'emplois détruits et il n'y a pas eu de faillite. Donc ça, c'est, je pense, une fierté pour le pays, parce que ça va permettre de redémarrer. Alors certes, ça fait de la dette. Vous allez payer des impôts, moi aussi, mais pendant longtemps. Mais quand on pense que ce tissu culturel, c'est une richesse, et ben, il faut dire qu'on a été le seul pays au monde à mettre autant d'argent sur toute la chaîne. On a aidé les compositeurs, on a aidé les auteurs de chansons, on a aidé le petit disquaire. Donc vous voyez, l'amont et puis l'aval. L'Italie a fait beaucoup, l'Allemagne a fait beaucoup. Le reste, c'est X crans en dessous. Rappelez-vous, il y a un ministre du gouvernement de Boris Johnson qui a dit « Oui, bah, les artistes, ils n'ont qu'à changer de métier. » Vous vous rappelez ça? Il y a eu des petits reportages sur tel ou tel chanteur qui s'est mis à livrer des pizzas, mais je pense que c'est ponctuel parce qu'il y a eu la prolongation des droits pour les intermittents. Enfin, la France a fait le boulot. Et je crois qu'il faut le dire, les professionnels le disent. Et sans ça, on serait dans un désert musical avec des faillites partout. Bon, là, je vous ai mis énormément de données, mais pour vous montrer aussi que la cible n'a pas arrêté de bouger, comme la cible du confinement, des confinements, couvre-feu, différents ici, différents là. Bon, ben, l'État, pareil, a multiplié les annonces. Annonce en mai 2020, ça c'était le président de la République lui-même. Annonce en août, en septembre, en octobre. Et nous, on dit, ah ok, encore 50 millions. Ben, tant mieux, parce qu'il y a des besoins. On réunit le conseil d'administration, on concerte, on va en faire quoi? Un fonds de sauvegarde, un fonds de soutien, un fonds de relance. Là, je pense que la traduction, je l'ai perdue. Mais donc, ça n'a pas arrêté de bouger. Ça n'a pas arrêté de bouger. Mais en année 1, vous voyez, on est passé de 41 millions d'euros budget initial voté en janvier à 172 millions d'euros en 2020. Donc là, un vrai saut à effectif constant. En 2020, parce que quand vous votez un budget, c'est pour être sûr d'avoir l'argent pour le voter, mais il y a toujours une petite différence entre ce que vous avez voté et ce que vous avez exécuté. Donc ce qu'on a exécuté, c'est une centaine de millions d'euros. Là, j'ai détaillé parce que c'était avant la fusion, mais une centaine de millions d'euros, à peu près 2000 dossiers liés au Covid. Donc 100 millions d'euros qui se sont, dès l'année 2020, déversés sur la filière.
En 2021, c'est passé à 163 millions d'euros, 8000 dossiers. Donc, vous voyez la différence, quoi. 100 millions, 163 millions. Ça fait à peu près 60% de plus. Dans 900 villes de France, donc c'est pas qu'un sujet parisien, parce que parfois on dit, il y a eu même des petites polémiques, ouais, pourquoi vous aidez le Crazy Horse on aide des entreprises qui créent de l'emploi. Le Crazy Horse, il y a beaucoup, on aime ou on n'aime pas, ça c'est autre chose, mais c'est pas mon rôle de dire ce qui est bien ou pas bien. En revanche, il y a des couturiers, des costumières, des maquilleuses, etc., etc. Mais on a aussi aidé plein de structures dans plein de villes différentes, 900 villes de France. Quand j'ai découvert ce chiffre, je crois que je ne connais pas 900 villes différentes en France. Ah, il doit y avoir 14 Saint-Symphoriens, 14, etc. Ça, c'est facile. Mais 900 villes de France, quand même, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'on a irrigué partout sur le territoire. Alors, par ailleurs, on n'a pas fait que ça. J'ai mentionné des études que nous avons conduites dans la mission d'observation parce qu'on n'est pas qu'un guichet d'aide. Égalité femmes-hommes, j'en ai parlé. Ça, c'est très important. C'est une de nos missions. Et vous verrez dans le rapport d'activité qu'on vous a remis, il y a l'organigramme, il y a toutes les missions, c'est tout le conseil et l'appui à la filière non financière. Je vous ai dit que la filière était très éclatée, c'est aussi une filière très artisanale, au meilleur sens du terme comme au moins bon. Il y a peu de rapport entre une major et un petit label qui aime tel ou tel type de hard rock. Vous voyez, il y a beaucoup de différences. Et donc, tout l'enjeu de ces aides non financières, c'est d'accompagner la professionnalisation, d'accompagner la formation professionnelle. Nous sommes centre de formation professionnelle. Et donc, il y a des formations sur le droit d'auteur, sur la musique à l'image, sur comment monter une tournée à l'international. Pas artistique, on ne dit pas comment faire un tube qui marche, ça on ne sait pas faire. En revanche, tout le juridique, le financier, l'administratif, on aide et on forme. C'est payant, on est un établissement public à caractère industriel et commercial, c'est marginal, mais c'est en complément de ce qui existe sur le marché de la formation professionnelle. On a des éditions avec des livres professionnels, là aussi, qui sont les compléments des éditions. Et puis, on a un grand rôle de conseil, d'information. Et donc, on recevra surtout des gens qui disent je veux monter une tournée en Pologne, comment je fais ? On a une fiche marché, de l'accompagnement non financier. Et on n'a pas, évidemment, arrêté. Alors, pour terminer sur ce volet-là, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Parce que là, on se voit, j'ai enlevé le masque, vous êtes... Bon, d'abord, c'est bien de se voir plutôt que de faire ça en visio, parce que vraiment, c'est beaucoup mieux de voir les yeux, c'est clair. Mais on n'est pas complètement sorti de l'auberge, et 2021 sera aussi mauvais que 2020. En fait, pour des motifs de chronologie différentes, de janvier à mars 2020, ça a marché, puis un petit peu autour de l'été. En 2021, c'est différent. C'est que ça a marché mal tout le temps et en plus il y a eu des confinements. Et donc on est à près de 80% de pertes dans le chiffre d'affaires, je parle du spectacle vivant, en 2021 par rapport à 2019, année de référence. Et donc les entreprises en ce début 2022, elles sont endettées, prêts garantis par l'État, elles n'ont cessé pour le spectacle vivant d'annuler, de remonter, de repousser. Et donc il y a plein de concerts qui vont avoir lieu au printemps, à l'été, à l'automne, mais le public ne peut pas aller tout voir. Parce que le budget n'est pas extensible à l'infini, parce que les vedettes internationales ne sont pas là, donc est-ce qu'on va aller revoir 3 fois Cabrel ? J'ai dit quelque chose de drôle ? Non, mais Cabrel et les autres, c'est la même chose. Donc embouteillage, autoconcurrence, donc même si ça reprend, les billetteries sont flat, comme on dit en mauvais français, parce que... il y a une réticence à reprendre les sorties culturelles. J'espère que ça va s'aplanir, mais il faut savoir et ayez conscience du fait qu'en ce moment, ça ne va pas fort. Les billetteries sont... il y a des annulations, en particulier lorsqu'il y a des cas de Covid. L'Opéra de Paris annule ce soir, je crois que c'est Manon. Il y a eu des équipes artistiques touchées par le Covid, on annule tout. Enfin, c'est vraiment très dur et c'est presque plus dur maintenant que quand tout était fermé. Parce que quand tout était fermé, on a l'aide transversale, on va déposer le dossier, l'argent arrive. Je ne dis pas que c'est agréable parce qu'ils préfèrent entreprendre et travailler. Mais là, ils n'arrêtent pas d'avoir des coups de théâtre tous les jours et c'est extrêmement difficile. Et puis du point de vue de l'offre, c'est ce que j'ai indiqué, décalage des grandes tournées, dépenses supplémentaires évidemment, réduction des jauges, les bars qui sont encore fermés jusqu'au 16 février et qui sont une ressource très importante dans le monde de la musique.
tout ça marque un contexte extrêmement délicat et il va falloir être très vigilant. La bonne nouvelle, si j'ose dire, c'est que le CNM a encore à peu près 200 millions d'euros en caisse pour pouvoir continuer à éviter les faillites, à relancer ce qui peut l'être. Et on adoptera notre fonds de sauvegarde 4 lors du conseil d'administration, ici même, le 30 mars prochain. Ça, c'était le budget 2022. Alors, je voudrais quand même terminer sur ce temps CNM, je dirais, par évoquer ces 3 sujets. Bon, ça, c'est la reprise d'activité et la relance, mais vous pourriez me dire, ok, mais à part, quels sont les enjeux à 5 ou 10 ans? Et c'est ça qui est passionnant, c'est ça qu'on n'a pas eu beaucoup le temps d'élaborer parce qu'on était le nez dans le guidon de la crise et de la construction d'établissements, mais il y a quelques grands sujets très compliqués ici et qu'au CNM, on est bien placé pour concerter, pour élaborer avec les professionnels. Pour le dire en 2 mots, je pense que le monde de la musique, à la fois dans le domaine de la musique enregistrée et du spectacle vivant, a connu et continue à connaître des révolutions très, très fortes. Dans les années 60, 70, 80, c'est le disque qui gagnait de l'argent, vous le savez. Et les tournées étaient l'appui du disque. D'autant plus que les tournées, ce que je disais tout à l'heure, on ne s'occupait pas trop des festivals de musiques actuelles, et c'était le disque qui gagnait de l'argent. À partir des années 90, avec le développement du peer-to-peer, du piratage, puis du téléchargement légal et du streaming, le disque s'est effondré et a perdu 40% de sa valeur. Quand le monde du spectacle, lui, gagnait de l'argent, c'est les arénas, c'est les zéniths, développés à partir des années 80, les grandes tournées internationales, et vous voyez, le balancier est reparti dans l'autre sens. Le monde du disque regardait le monde du spectacle un peu de haut dans les années 70-60. Dans les années 90-2000, c'est le contraire. C'est le monde du spectacle qui regardait les copains du disque en disant « bon, bah, vous êtes mal », avec des transferts d'artistes, enfin, je passe les détails. Aujourd'hui, toutes ces frontières se mêlent, y compris parce que les métiers se rapprochent. Vous êtes un label, ben vous faites aussi un peu de live. Vous faites du live, vous produisez des disques. C'est ce qu'on appelle le 360. Pourquoi? Parce que les entreprises vont chercher la valeur là où elle est. Et quand on a un artiste qui, je vais très très vite et c'est très compliqué, mais qui a du succès, on essaye de l'accompagner du début à la fin, de la composition jusqu'à la scène. Parce que c'est ça qui va permettre le développement de l'artiste, c'est ça qui va aussi créer de la valeur. Donc c'est une première révolution très, très, très compliquée et très compliquée en tout cas, qui est en cours. Les deuxièmes séries d'évolutions, c'est autour du numérique, le streaming évidemment, qui est la fenêtre d'espoir de création de valeur et qui pourtant ne rapporte pas beaucoup à énormément d'artistes. Winner takes all, on dit depuis toujours. C'est encore plus vrai dans le streaming où vous avez 25 ou 30% des artistes, je parle au niveau mondial, qui captent 70 à 80% de la valeur. Donc vous avez 70 à 80% des artistes présents sur le streaming qui se partagent une toute petite partie. Et donc comment on rééquilibre ça? Comment, avec le développement du streaming, qui est une très bonne nouvelle, le streaming payant est une très bonne nouvelle. Comment, en encourageant le développement du streaming, il n'y a encore que 12 millions de Français qui sont abonnés à des plateformes payantes. Avec le gratuit, je crois qu'on arrive à 20 millions, mais donc c'est encore une belle marge de progression. Comment on arrive à continuer à créer de la valeur? À quel prix? Avec quelle expérience spectateur? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, sur les plateformes de streaming, je suis très content parce que j'ai tout de suite ou à peu près. En revanche, je trouve que l'expérience d'utilisateur, elle n'est pas satisfaisante. Le fait qu'une plateforme comme Spotify ait mis les paroles des chansons seulement il y a 2 mois, c'est hallucinant. Alors, Deezer en a fait un argument. Bon. Mais je suis convaincu qu'il y a matière à enrichir cette expérience utilisateur, peut-être augmenter les prix, parce que je ne trouve pas normal, comme consommateur, que pour 9 € et quelques, j'ai la discothèque universelle ou à peu près. C'est-à-dire pour la moitié du prix d'un disque, que je possède, c'est vrai, mais pour la moitié du prix d'un disque, j'ai accès à toute la musique universelle. Il y a un truc qui ne va pas. Comment je rémunère l'artiste? Donc ce sont toutes ces questions auxquelles je n'ai pas la réponse, mais qui montrent que la tectonique des plaques n'est pas figée et qu'on est seulement au début on est au début de l'histoire. Évidemment, nouveaux modes de captation et diffusion, j'en dirai un mot tout à l'heure à propos de l'art lyrique. Évidemment, le développement durable, la transition écologique, c'est un sujet
C'est un sujet où la filière ne peut pas être à l'écart. Et puis, de manière encore un petit peu plus technique, le financement à moyen terme de la filière musicale. Est-ce que vous avez compris ou pas, parce que je ne l'ai pas vraiment dit, mais que le CNM repose surtout sur une taxe sur la billetterie, donc le spectacle, plus des subventions de l'État, mais le monde phono, qui commence à gagner de l'argent, hein, Spotify, Deezer, ne contribue pas à la création. Création, diversité, quand Mylène Farmer, pour reprendre son exemple, vend 350 000 billets en quelques minutes, la taxe sur le spectacle que nous percevons va aider à financer les premières parties de l'émergence des esthétiques moins mainstream. Dans le monde du disque, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il faut inventer pour que Apple Music, Amazon, Spotify, Deezer, etc. contribuent à la création autrement qu'en mettant en valeur les artistes sur la plateforme? C'est la grande question des prochaines années. Il y a des réponses, mais on n'y est pas encore tout à fait, et c'est évidemment un des enjeux aussi de la campagne présidentielle qui arrive. Voilà, j'ai été long et j'espère que je ne vous ai pas perdu en route, et je crois que j'en viens à la dernière partie de mon propos, qui donc pose la question de savoir si on ira encore voir l'opéra dans 15 ans. Qui parmi vous est déjà allé voir un spectacle d'opéra? Pas les ballets, l'opéra. Ah oui, c'est formidable, super. Il y a moins de mains d'habitude, donc ça me réjouit beaucoup. Vous avez des étudiants formidables. Donc cette question, elle m'angoisse assez. Est-ce qu'on ira encore à l'opéra dans 15 ans? Pourtant, je ne suis pas trop angoissé dans la vie, mais celle-là, je la trouve angoissante. Tellement angoissante qu'après mes 6 ans à l'Opéra de Paris, j'en ai fait un petit bouquin. Ça, c'est la minute pub. Bon, je touche 1 euro par exemplaire, donc ça va. Qui vient de sortir aux belles lettres, hein, et qui a pour vocation de lancer une forme de débat. Alors, ça ne fera pas la une des journaux, ni de la campagne présidentielle, mais quand même. C'est exactement cette question. Alors, le titre, petite parenthèse, le titre m'a été soufflé, enfin, il ne le sait pas, mais je lui ai dit après que je lui avais piqué le titre, par un chanteur qui s'appelle Bertrand Belin, qui est un chanteur très, très télérama, mais super, quoi. C'est-à-dire un super bon compositeur, un vrai auteur de texte. Et il a écrit une chanson qui s'appelle L'Opéra. Il ne connaît pas bien l'opéra, je crois, Bertrand Belin, mais en 3 minutes, même moins, 2 minutes 15, il a tout pigé. La magie, le côté un peu complexe, le côté un peu intimidant. Et puis, c'est l'opéra s'il vous plaît. Alors, c'est à la fois s'il vous plaît, et puis s'il vous plaît. Voilà. Et donc, je vais piquer son titre, ce qui permet aussi de faire un pont avec la chanson, et je trouvais ça joli. Bon. Alors, donc, j'ai fait ce texte, pourquoi? Parce que c'est une de mes passions, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, j'avais mis quelques photos d'artistes que j'aime particulièrement. Et dans mon passage à l'Opéra de Paris, mais aussi avec beaucoup de références dans d'autres maisons ou en Europe et dans le monde, j'ai eu souvent le sentiment d'être au fond d'une piscine avec des pieds dans le béton et l'eau qui montait. Et en général, ça se termine pas bien. Bon, sauf quand c'est dans des films de Hollywood, mais une forme de fin d'une histoire, fin d'un modèle et de contraintes qui se rapprochaient de manière terrible. Donc, c'est une triple crise que nous vivons, et je vous garantis que dans la vie, je suis un optimiste forcené, hein. Mais là, je trouve que la situation est assez dure. D'abord, d'un point de vue économique, donc je pense que Baumol, ça doit être sur votre table de chevet, donc je ne vais pas faire long dessus, mais avec une vraie crise des ciseaux, avec d'un côté des coûts qui augmentent, et de l'autre côté, des recettes qui stagnent ou qui baissent. Pourquoi les coûts augmentent? Parce que, comme Baumol l'a montré, et ça marche encore, Baumol, il n'y a pas de gain de productivité. Enfin, je pense que ça, c'est vraiment votre quotidien. Dans le domaine de l'opéra, c'est le cas. Les productions coûtent plutôt de plus en plus cher. Les maisons, la masse salariale coûte de plus en plus cher. Et comme il n'y a pas de gain de productivité, soit il faut augmenter les prix des billets, et là, on a un problème. On y reviendra. Soit il faut trouver d'autres ressources pour combler le gap. Et les autres ressources, ça a été la subvention de l'État ou des communes, surtout pendant des années et des années. C'est terminé. Ça a été un peu le prix du billet. On ne peut pas aller bien loin. Et dans les maisons qui le peuvent, pas toutes, ça a été le mécénat. Le problème, c'est que comme les ciseaux s'ouvrent,
cette logique-là, elle atteint son terme et je pense qu'on y est. Et de fait, ces triple crise économique, enfin cette triple crise est d'abord économique, elle s'est traduite par une baisse du nombre de spectacles, en nombre de titres et aussi en levée de rideau, parce qu'un spectacle, vous pouvez le donner 3 fois, 5 fois, 10 fois, donc en nombre de titres et aussi en nombre de levées de rideau, baisse de 25% en 15 ans. Donc 25% en 15 ans, c'est un choc qui passe complètement inaperçu. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et donc c'était aussi l'objet du bouquin là-dessus. Et donc, où on va? La deuxième crise, elle est sociétale. Et je pourrais revenir sur tel ou tel volet si c'est pas clair ou si vous voulez qu'on y revienne. Elle est sociétale. Alors, j'ai mis la pauvre photo de Placido Domingo en Othello avec blackface. Alors, on voit pas, il est blackface un peu rose, mais je voulais mentionner la question de l'adéquation ou de l'inadéquation de l'art lyrique à la société telle qu'on la vit aujourd'hui. Aller à l'opéra, c'est pendant parfois plus de 3 heures, parfois plus de 5 heures, ça arrive. Pas pouvoir regarder son téléphone, pas boire de bière, on mange pas de popcorn, c'est chanter en langue étrangère, c'est long, on comprend rien, il faut s'habiller. En fait, tous les stéréotypes qu'on entend et qui, comme tous les stéréotypes, sont faux pour la plupart en tout cas. Et donc, il y a une forme de questions sur la génération Z qui sort de moins en moins, je ne veux pas généraliser, en tout cas les deux que j'ai à la maison, ils sortent de moins en moins en salle et dans les concerts. Donc, comment donner le goût d'aller dans les salles de ciné, dans les salles de spectacle et dans les salles d'opéra en particulier. Alors, j'ai mis blackface parce que cette crise sociétale, c'est pas qu'une question d'adéquation au goût, il y a des questions politiques majeures. Blackface, l'opéra a été ciblé. Des maisons d'opéra éliminent le blackface. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Alors qu'on a un répertoire qui a 400 ans d'âge où les traitements inhumains et dégradants au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est tout le temps. Où l'image de la femme, moyen, c'est toujours sa faute. Où il y a des crimes, où il y a des viols, où il y a des... Donc est-ce qu'on accepte de donner ça sur scène ou pas? Si la réponse est non, l'opéra est mal. Est-ce qu'on accepte que le public soit plus intelligent que ça, y compris avec des actions pédagogiques? Ensuite, j'ai mis une photo de l'Opéra Lyon et une photo prise à Bordeaux parce que on est dans un moment où les politiques, parce que c'est un sujet politique, peuvent se dire l'opéra c'est un truc pour les vieux blancs diplômés de centre-ville. Et donc pourquoi je mets autant d'argent là-dessus? L'État a baissé les subventions à l'Opéra de Paris, mais la ville de Lyon a baissé la subvention à l'Opéra Lyon de 500 000. Moi, j'ai rien contre les Verts du tout. On a besoin d'une politique écologique. Simplement, sur ces politiques culturelles, on est dans un moment où ça flotte. Voilà. Et où on peut très bien dire... J'ai entendu des gens très modérés politiquement dire il faut fermer les opéras parce que c'est un truc du passé et mettre de l'argent sur le cirque, les arts de rue, etc. OK. Enfin, pas OK, en fait. Voilà. Donc, crise sociétale et crise esthétique. Alors, ça, c'est encore plus compliqué. C'est comment donner envie de venir à l'opéra quand on a soit des mises en scène un peu conservatrices. Donc là, c'est une image de La Bohème, Zeffirelli, 300 personnes sur scène. Je pense même qu'il y avait des chevaux. Où vous avez partout dans les maisons du monde des choses un peu poussiéreuses. Donc vous y allez une fois parce que là, on vous perd pas dans l'histoire. Vous savez que vous êtes à Paris, l'adaptation de scènes de la vie de Bohème de Murger, tout va bien, etc. Mais est-ce que vous allez revenir le voir 2-3 fois? Il y a peut-être le luminaire qui va changer de côté, mais c'est pas du théâtre, quoi. Ou à l'inverse, vous avez La Bohème, donc c'est la même œuvre, mise en scène à l'Opéra de Paris par Klaus Guth en 2016, qui est transposée sur la Lune. Et donc là, vous avez Rodolfo et Mimi. Et si vous connaissez La Bohème, vous pouvez à la limite réfléchir en disant « Ah, quand même, il a voulu dire ça », mais si vous connaissez ça, si vous ne connaissez pas, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Ah bon, mais je croyais que ça se passait à Paris. Et puis, en fait, à la fin, c'est lui qui meurt, alors que normalement, dans la pièce, c'est elle qui meurt. Mais pourquoi il pleure? Bon, bref, vous êtes paumé. Donc, comment faire d'un point de vue esthétique, et c'est compliqué, pour proposer des choses qui ne perdent pas le public, qui peuvent l'accompagner, lui donner du plaisir et de l'émotion, le faire réfléchir parfois, c'est extraordinairement difficile. Donc j'ai mentionné aussi des choses qui
qui peuvent faire débat, comme Montserrat Caballé, qui était une grande soprano espagnole, qui est morte il y a 5-6 ans, avec Freddie Mercury. Luciano Pavarotti était vraiment le roi de ça, du crossover, du mélange des genres. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Une forme d'élitisme, disait bon, je me pince le nez, mais en même temps, ça permet peut-être de parler à un autre public. Donc, vous voyez, c'est compliqué. C'est difficile, il ne faut pas être manichéen, il n'y a pas de vérité révélée, tout ce que je dis est contestable, réellement, vous pouvez ne pas être d'accord, mais il y a un problème. Et puis, il y a des grandes choses comme Carmen au Stade de France, où vous êtes à 250 mètres des artistes, qui sont évidemment sonorisés, et c'est la première fois que je prononce ce mot. Pour moi, l'amplification et la sonorisation est un sujet. Sachant que pour moi, l'opéra, c'est comme si vous sonorisez un Stradivarius, ça ne va pas du tout être pareil, d'accord? Même si le micro est extraordinaire, l'ampli. Donc ça, c'est pour moi plus proche du cirque que de l'opéra. Et est-ce que c'est ça qu'il faut faire? C'est un des paramètres très, très compliqués. Donc triple crise. Alors que faire? J'ai pas la solution, il y a plein de solutions. J'essaye de les évoquer dans le bouquin, mais plus sous l'angle de piste parce qu'il n'y a pas de baguette magique. Donc là, je mentionne d'un point de vue financier Covent Garden à Londres qui a eu l'idée géniale de construire cette partie-là, de mettre un hall au milieu qui est ouvert toute la journée. Donc c'est vraiment un lieu de vie, vous connaissez peut-être. Il y a un restaurant, donc c'est une machine à cash en réalité. Et l'Opéra Bastille, on a essayé, mais ça ne marche pas parce que ça a été construit à un moment où la subvention était à 80% du budget. Pas besoin de boutique, pas besoin de restaurant. Covent Garden, il pouvait. Bastille, c'est plus difficile. Il y a le développement du streaming. Donc là, vous voyez un petit opéra à Piacenza, qui est une petite ville d'Italie, qui fait du streaming avec un opéra de Puccini. Est-ce que ça peut permettre de gagner de l'argent? Pas sûr. Est-ce que ça peut permettre d'élargir l'audience? Sûrement. C'est des outils. Et puis évidemment le mécénat, soit le mécénat structurel avec un accord qu'on avait passé, structurel, c'est-à-dire pour les maisons d'opéra, qu'on avait passé avec le Coq Sportif, qui rapportait un peu d'argent. On a mis 2 Viallet dans le Palais Garnier, concession de service, concession domaniale pour 10 ans, et puis licence de marque qui nous permettait de gagner de l'argent. J'étais sûr que ça allait faire polémique, mettre le marchand du temple dans Garnier. J'ai pas eu un mail de protestation, à ma grande surprise. Je n'étais pas déçu. Et puis, évidemment, le mécénat. Bon, j'ai mis ça c'est plus pour le fun, Pavarotti et puis American Express. Et puis, j'adore ça. What do a singer, a conductor and an artistic director have in common? A Rolex. J'adore. Bon, même si moi, j'ai pas de Rolex. Et j'en veux pas d'ailleurs. Donc, que faire? Il faut aller chercher de l'argent, c'est sûr. Mais surtout, et j'en termine par là, il faut parier sur la magie de la création. C'est-à-dire que si on entre dans une logique d'attrition, on donne de moins en moins de spectacles, de moins en moins de budget, de moins en moins de création contemporaine. Il y aura toujours de l'opéra. Je pense qu'il y aura quelques opéras en France et en Europe. On donnera des Traviata. Par exemple, Venise, la Fenice, qui est un des plus beaux opéras d'Italie et même du monde, il donne entre 25 et 40 fois la Traviata par an, dans le même spectacle, avec des chanteurs plus ou moins bons. Pourquoi? Parce que les touristes vont voir ça comme, vous savez, les concerts dans les églises avec les gens en costume, là. Ils ne savent pas faire la différence. Donc c'est une machine à cash. Pourquoi pas? Mais c'est un peu triste, parce qu'un théâtre, c'est plutôt fait quand même pour de la création. On n'est pas dans l'entertainment. Et donc cette image-là, avec des ateliers de costumes, des ateliers de peinture, et puis cet incroyable vaisseau, l'Opéra de Bastille, c'était surtout pour terminer par cette idée de création. Et voilà, création en pariant sur les artistes, ce qui fait le lien avec le CNM. Bon, là, j'ai mis des photos que je suis allé pêcher ici ou là, que je ne vais pas commenter, mais il ne faut pas oublier, même si vous êtes dans une école de management, je suis dans un établissement public à caractère industriel et commercial, et j'en reviens au sens, et j'en terminerai par là. On parle d'art, on parle de création, on parle de choses qui peuvent changer la vie. Moi, la musique a changé ma vie d'un certain point de vue, même si je ne suis pas artiste. Et ça dit quelque chose sur la société que nous voulons construire, une société de création, une société de dialogue, d'inclusion, de valeur accordée à la matière spirituelle et à l'enrichissement aussi, y compris pour l'opéra, pour ne pas rester dans un art strictement occidental, européen, etc. Voilà. Merci pour votre attention et n'hésitez pas, si je peux vous être utile sur quoi que ce soit, des recherches ou des travaux, je garde toujours un œil bienveillant sur la jeune génération.
Voilà.